Mesdames, Messieurs, bonjour. La dernière fois que vous l'avez entendu, c'était à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette sauf erreur de ma part. Michel Alokpo avait attiré sur lui l'attention des juges parce que quelques jours plus tôt, il disait dans les colonnes de quelques journaux qu'il avait des révélations à faire dans le fameux dossier ICC Service. Avant ça, ses souvenirs dans nos mémoires remontaient aussi loin que le mandat de Boni Ayi à la tête du Bénin. Ancien chargé de mission de l'ancien ministre de l'Intérieur, Armand Zizine Lohoué, secrétaire général porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses, Michel Alokpo semble depuis faire valoir ses droits à la retraite, une retraite politique. Ces derniers temps, il sort de son silence et ne manque pas de donner son opinion sur certains sujets de l'actualité surtout politique. Un exercice que nous allons faire avec lui ce matin. Michel Alokpo, bonjour. Bonjour, cher frère. Je m'attendais à te rectifier quand j'ai dit Michel Alokpo, que vous rectifiez pasteur Michel Alokpo. Ne l'êtes-vous plus? Ben, écoute, on est pasteur à vie. Bien que je ne dirige plus une église, je suis fondateur d'une ONG appelée Jeunesse à Mission avec mon épouse. Et depuis plusieurs années, je continue à participer aux activités des églises, à apporter la parole de Dieu de temps en temps. Certaines langues disent que c'est parce que vous êtes mêlé de la politique que votre église d'antan a préféré se séparer de vous. Mais non, c'est moi qui ai déposé ma démission. On dépose une démission quand on est... Bien sûr. Parce que quand la situation entre le responsable de l'église et moi n'était pas au top niveau, j'ai déposé ma démission puisque je n'ai pas reçu une formation au niveau de cette église. J'ai été formé par mon association Jeunesse Mission Internationale et j'ai commencé ma mission au Bénin et ils ont trouvé que je suis un bon leader, que j'ai une grande influence au sein des églises. Parce que moi, j'ai travaillé avec toutes les églises du Bénin, qu'elles soient méthodistes, qu'elles soient célestes, qu'elles soient Chérubin Séraphin, et qu'elles soient évangéliques. Nous avons coopéré ensemble pour apporter notre sel pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Voilà. Et donc, j'ai décidé de reprendre les activités de mon ONG. Je n'étais pas pasteur à plein temps en ce moment. J'occupais ma responsabilité de jeunesse à mission. En même temps, j'assistais à l'église. Voilà, c'était mon rôle. Avec votre association, c'était en quelque sorte aussi propager la parole de Dieu? Exactement, c'est une mission évangélique basée à Semek-Podji. Et entre-temps, votre rôle de pasteur dans votre ancienne église vous aura permis d'avoir une ascension tout au moins en politique, pasteur. Non. Je pense que c'est par rapport à mes prises de position sur le plan national qui a fait mon ascension. Mon église n'était pas tout à fait d'accord par rapport à mon implication en politique. Bien que je ne sois pas un homme politique, je suis une personnalité politique, j'ai côtoyé les politiques, j'étais un ami personnel du chef de l'État, l'ex-chef de l'État Yayi Boni, j'ai été son conseiller, et donc voilà, ce que j'ai pu faire, ce qui a fait que j'ai connu une ascension, c'est d'abord, quand j'ai atterri à la Sénat en 2007, j'ai fait un peu du boucan là, vous comprenez, et c'est ça véritablement qui a fait mon ascension sur la plateforme politique au Bénin. Et vous demeurez plus secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Je le suis toujours. Alors, que devient aujourd'hui ce cadre de concertation des confessions religieuses? Parce que depuis, on ne vous voit plus, on semble plus vous voir en activité. Mais vous savez, tout le monde a peur dans le pays. Et même les hommes de Dieu? Vous savez, nous, on est dans un système qui fait peur. La terreur dans le pays. Donc, vous voyez aussi le clergé catholique ne sort plus comme il a l'habitude de faire sous Yayi Boni. Sous Yayi Boni, la conférence épiscopale du Bénin, en début d'année, après ces rencontres, va toujours voir le président de la République. Exactement. Ça n'a pas raté, ça a continué sous Patrice Talon. Non, les prises de position de l'Église catholique, ils ont mis un peu de l'eau dans le vin. Hein, une attaque, oui, ça c'est clair. Hein.
par rapport à cette crise, l'Église catholique s'était pas prononcée encore, sauf qu'il lettre... il n'y a pas eu une lettre pastorale pour se prononcer sur la situation sociopolitique de notre pays. Quand même, ils en ont adressé au début. Mais par rapport à la crise que connaît notre pays aujourd'hui, l'Église catholique n'a rien dit. Est-ce à dire que la peur a gagné la maison de Dieu et même le cadre de concertation des confessions religieuses donc, fait garder le silence? Non, on n'a pas gardé le silence, on se voit de temps en temps, on échange. Et on se dit qu'il faut adopter nos stratégies par rapport à notre position à l'actuel gouvernement actuel. On travaille, on prie. Et vous voyez aussi que la société civile elle-même n'intervient plus comme elle le faisait dans le passé. On est en train d'observer la situation sociopolitique, mais nous savons que nous, en tant que croyants, que Dieu est au contrôle. C'est tout. Vous travaillez, vous priez, mais les millions, les milliards d'antan avec Boni, ils ne circulent plus. C'est peut-être un facteur de démotivation pour ce cadre de concertation. Non. Parce que, essentiellement, vous réunissez, on mettait les moyens à votre disposition. Non. Le cadre de concertation ne recevait pas un appui du gouvernement. C'est les confessions religieuses, je veux dire, les endogènes, la communauté musulmane et les judéo-chrétiens qui recevaient un appui du gouvernement. Le cadre de contestation en tant que tel ne recevait pas directement un appui. C'est vrai que nous avons initié des activités, par exemple, on a organisé un colloque sur la laïcité et le gouvernement nous a appuyés. Nous avons appuyé le gouvernement dans le cadre de la LEPI en 2006 ou 7, en 2010, et nous avons reçu aussi un appui pour aller dans tout le pays, pour sensibiliser la population à aller retirer le carte d'électeur. Et c'est tout. Le gouvernement n'a pas fait plus que ça pour le cas de concertation. On se cotise de l'argent. Est-ce que jusqu'ici, depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, il y a une rencontre entre vous et les Nous avons sollicité une rencontre d'ailleurs. C'est pour ça que nous sommes retenus de faire des déclarations à la télé, à la radio. Nous avons sollicité une audience et nous n'avons pas encore eu gain de cause. Nous espérons que d'ici là, le président de la République va nous inviter et nous allons exprimer ce que nous pensons de la gouvernance et nous avons des exhortations à lui apporter. On le ferait. Vous avez dit, Michel Alopo, vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes une personnalité politique, avez-vous dit, mais de votre expérience aujourd'hui, quand vous observez, parlant de l'actualité, que des hommes d'église, des imams, se retrouvent tête de liste sur une liste, même si je ne devais pas donner la position précise, sur une liste de candidature à des élections, quelle analyse, quelle impression ça vous donne? C'est un scandale. C'est du jamais vu. Vous savez, j'ai eu à énoncer tout à l'heure que le cadre de concertation a organisé un colloque sur la laïcité. Et ça m'a surpris que même la Cour constitutionnelle n'a pas pu sanctionner cet état de choses. La laïcité suppose la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Si cet imam doit être candidat, c'est qu'il dépose son tablier d'imam. Donc il n'est plus imam. Et il envoie une démission à la communauté islamique pour dire que désormais, il veut faire de la politique. Moi, quand j'étais pasteur, je n'ai jamais décidé de m'enrouler pour une élection, qu'elle soit législative ou... Vous n'avez jamais battu campagne pour votre ami? Battre campagne, c'est une autre chose, mais être candidat sur une liste, c'est autre chose. Le pasteur en campagne est-il loin d'un homme politique qui pourrait se retrouver sur une liste de candidature? Ben, écoutez, quand vous êtes avec un gouvernement, vous avez une fonction politique. La fonction politique vous oblige à travailler pour celui qui vous a positionné. C'est à ma qualité de chargé de mission du ministre de l'Intérieur que j'ai souvent accompagné mon ministre dans toutes ses activités.
pas surtout quand il s'agit des campagnes électorales. Nous sommes sur le terrain pour diverses activités, des inaugurations. Nous faisons beaucoup pour l'État béninois. C'était ma contribution au développement de mon pays. Et dans le cas d'espèce, on parle de l'imam. Vous supposez qu'il doit déposer sa démission à la communauté islamique? Et je le dis puisque le principe de la laïcité l'impose. On ne peut pas combiner le religieux avec le temporaire. Dans aucun pays du monde, je n'ai jamais appris, sauf certains pays que j'ai... C'est arrivé dans d'autres pays, je ne veux pas citer le nom du pays, mais ces pays, je me demande s'ils sont véritablement en démocratie. C'est pour une première dans l'histoire de notre pays de voir un imam être candidat sur une liste de partis politiques. Ça veut dire qu'il est politicien, cet imam. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je veux juste dire aux autorités qui m'écoutent, que ce soit la Sénat, que ce soit la Cour constitutionnelle, qu'ils puissent faire la part des choses entre le religieux et le politique, entre le temporaire et le religieux, et de dire le droit. Ce n'est pas normal. Je me demande si ça a échappé à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il a écrit formellement dans nos textes qu'un pasteur, un imam ne doit pas être candidat? Est-ce que c'est écrit de façon formelle, Michel Alokmo? Mais allez lire la constitution de notre pays. C'est pas parce qu'on a dit que le Bénin est un État laïque qu'on va dire d'office qu'aucun pasteur ne doit être éligible. En tout Aucun cas, imam ne saurait être éligible. il est important que le code électoral revienne là-dessus. Je n'ai jamais appris, je n'ai jamais vu chez moi au Bénin un religieux être candidat aux élections quelconques dans mon pays. Dans la sous-région, je n'ai jamais appris. Ça peut arriver, si ça arrive que la Cour constitutionnelle ne dit rien, ça devient une jurisprudence. Et donc, ça veut dire que ça va ouvrir la porte à tous les religieux. Cette fois-ci, ça va ouvrir la porte à tous les religieux, que ce soit pasteur, que ce soit imam, que ce soit les endogènes, de s'impliquer dans la politique et d'être candidat sur de diverses listes. Et je pense qu'il est temps de corriger la chose. Michel Alokmo, est-ce qu'en principe, on ne devrait pas saluer quand on sait les hommes de Dieu animés de la crainte de Dieu, quand on les voit décider de faire le pas pour la politique? Est-ce qu'a priori, on ne peut pas se réjouir et dire, ben ceux-là, ils vont mettre de l'éthique dans la politique où on dit qu'il n'y a pas d'éthique, ils vont mettre la morale dans un milieu qu'on reconnaît célèbre dans des actes pas recommandables? Est-ce qu'a priori, ce n'était pas à saluer? Et vous pensez qu'il y a de l'éthique dans le milieu religieux, surtout dans le milieu que vous venez d'évoquer? On se connaît. On se connaît en tant que pasteur. C'est grave ce que vous dites, Michel Alokmo. Il n'y a pas d'éthique dans le milieu religieux. On se connaît. J'ai travaillé pendant des années pour le cadre de concertation des confessions religieuses. Je ne suis pas là pour exposer tout ce que j'ai vécu, tout ce qui se passe au sein des confessions religieuses. Les conflits que nous avons réglés au niveau des imams sur le plan national, au moment où j'étais chargé de mission de ministre de l'Intérieur, j'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses qui se passent. C'est pour vous dire que le religieux... On va faire la précision que c'est vrai, vous avez dit que vous avez eu à arbitrer des conflits entre des imams, mais il y en a aussi dans d'autres confessions religieuses pour ne pas faire de la stigmatisation, pour ne pas faire de la fixation. Non, c'est ce que je dis. Je dis que toutes les confessions religieuses ont leurs problèmes. Okay. Il y a quand même un peu d'éthique dans certaines confessions religieuses que dans d'autres. Et je ne veux pas exposer certaines confessions religieuses. Nous sommes des humains. Nous sommes faillibles. Mais effectivement, il appartient aux confessions religieuses de faire la démarcation, de faire la différence par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui au sein de la politique. Moi, si j'ai côtoyé la politique, parce que je suis un homme de vérité, même sous le président Yahya Bouni, j'ai exposé mes points de vue par rapport à ce qui se passe. J'ai écrit une brochure sur la refondation mythe ou réalité, où j'ai essayé de faire un parcours de la situation sociopolitique de mon pays depuis les indépendances jusqu'au temps de Yahya, et j'ai dit ce que je pense de la gouvernance de Yahya.
Parce que souvent on dit que quand tu es avec un pouvoir, on ne dit pas tout. Moi, je n'ai pas fait de réserve par rapport à ce que je vois. Je l'ai souvent, et je l'ai même dit à la criette, que le Yaya Boni, l'homme, c'est un gars qui est très bon, mais que c'est son entourage qui le plonge. Quand vous observez un peu ce qui se passe, la gouvernance Talon, la gouvernance Yaya Boni, ceux qui ont été avec Yaya Boni, c'est les mêmes qui sont avec le président Talon aujourd'hui. Si on doit reprocher quelque chose au gouvernement Yaya Boni, il faut que tous soient coupables. Il faut que tous soient responsables des dérives qu'on a constatées sous la gouvernance Yaya Boni. Tout le monde, sans exception. Je le dis parce que j'ai côtoyé le milieu politique, j'ai côtoyé les hommes politiques qui ont travaillé avec le président Yaya Boni. J'ai vu comment le président Yaya Boni a sanctionné ses collaborateurs les plus directs. Et aujourd'hui, on trouve que la gouvernement Yaya Boni est la pire des gouvernements. Je dis, et je répète, qu'aucune gouvernance n'est parfaite. L'homme est à la recherche du parfait. Je salue tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, ces réformes. Toutes ces réformes ne sont pas mauvaises. Toutes ces réformes ne sont pas mauvaises. Mais je pense qu'il y a des choses. Il y a certaines réformes qui l'obligent à consulter le peuple. C'est ce qu'il n'a pas fait. C'est ce qui fait aujourd'hui que le peuple s'est détaché de lui un peu. Ça, il faut le dire. Il fait beaucoup de choses, mais il faut qu'il y ait de l'équité dans ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu dans tout ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait une justice, que cette justice atteigne tout le monde, que ce soit du côté des opposants, que du côté de la mouvance. C'est vrai que il y a quelques semaines, vous avez entendu parler de l'arrestation du préfet du littoral Touboula, qui est actuellement à la prison civile de Missirité. Je crois que c'est une bonne chose, mais il faut qu'il fasse plus. Il y a d'autres dossiers. Donc, il y a d'autres hommes politiques qui ont des casseroles. Est-ce qu'il peut arriver qu'un homme de Dieu se réjouisse du malheur, de l'emprisonnement de quelqu'un? Non, mais Dieu aime la justice. Ah non, Dieu aime la justice. Touboula, c'est un ami. Il m'a appelé un jour pour me dire, pasteur, viens m'aider à régler un conflit. J'étais à ses côtés pendant 2 semaines. Nous avons travaillé pour apaiser le couple qui a eu des problèmes en son temps. Mais vous avez manqué de l'évangéliser pour qu'il revoie un peu son comportement que vous lui reprochez. Quand vous rentrez dans son bureau, il est le premier à vous évangéliser. Il est évangélique. Il a une Bible Tob sur sa table. Avant qu'il ne vous reçoive, il va vous prêcher pendant 30 minutes. J'étais épaté de le voir très engagé pour la cause de Jésus. Et il m'a impressionné, Touboula. Il m'a vraiment impressionné. Mais ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à quiconque. Hein. Je ne veux pas dire qu'il a volé, mais il a déconné. Et surtout face à tout ce qu'il a vécu. Quand vous rentrez dans son bureau, il vous évangélise, alors que vous, en sortant de là, vous avez des comportements de lui qui ne témoignent peut-être pas de ce que veut la parole de Dieu. Est-ce que vous l'appelez quand même pour lui dire quand même, mon fils, mon frère, mon ami, attention, c'est vrai, Jésus, même dans les actes. Est-ce que vous ne vous sentez pas responsable de ce qui lui est arrivé enfin? Mon cher frère, d'une certaine manière. Mon cher frère, Touboula, il était aux commandes. Qui l'a placé à la préfecture du littoral? Touboula ne fait rien par lui-même. Ce n'est qu'un simple exécutant. Et moi, je ne peux rien dire à Touboula par rapport à tout ce qu'il a eu à faire dans la ville de Cotonou, comment il a eu le mécontentement de la population, les gens en veulent la mort à Cotonou. Tout ce que... D'ailleurs, quand il vous reçoit un peu tard, vous n'avez pas le temps de discuter sur sa posture à la préfecture. Bon, je l'ai rencontré 3 fois, et donc on a discuté directement de la question pour laquelle il m'a appelé, il a sollicité mon aide, et surtout que il nous reçoit en période de rendez-vous. Il y a plein d'autres personnes qui l'attendent. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de lui donner quelques conseils de sage que je suis.
Mais il est conscient parce qu'il fait partie d'une église. Il écoute la parole de Dieu. Son pasteur lui prêche la parole de Dieu. Et je ne me réjouis pas de son sort. Et je pense que la situation qu'il traverse, on peut la régler autrement. Surtout qu'il n'est pas le seul dans le cas. Il y a le ministre, son ministre aussi qui est concerné. C'est vrai, ça peut arriver. Et je demande au Seigneur Jésus de le pardonner. C'est tout ce que je peux dire. Vous lui avez rendu visite à la prison civile de Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Pourquoi? Je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il est devant la criette. Je ne peux pas me hasarder à visiter Tobola pour que on ne cherche des griefs contre moi, vous savez. Il faut vous méfier. Ah ben bien sûr, bien sûr. Je suis un homme de justice. J'ai été greffier pendant des années. Est-ce que parce que vous êtes un homme de justice, vous avez été greffier, que vous ne pouvez pas rendre visite à un président? Je le ferai. Ça a quoi de délictuel? Je le ferai au moment T. Je l'ai inscrit dans mon agenda. Tobola, si tu m'écoutes, je passerai te visiter à la prison civile de Missirité. Ne t'en fais pas, Dieu est avec toi. Quand la criette de l'oracle aura fini de le condamner? Ben, on verra bien. S'il est coupable, il sera condamné. Qui sait, demain, si le chef d'État ne prenne un décret pour l'amnistier, c'est encore possible. Il n'a pas encore été condamné. Il n'a pas encore été condamné. Vous parlez de celui qui l'a mis à la tête de la préfecture. Nous voulons parler de Patrice Talon puisque l'actualité le dit. Vous avez estimé que ce ne sont pas toutes les réformes de l'actuel président qui sont mauvaises. Ouais. Nous sommes dans une crise, pour utiliser votre expression que vous avez utilisée tout à l'heure, par rapport aux législatives. Ouais. Vous avez observé tout ce qui s'est passé juste là, la part de responsabilité de chacun. Où situez-vous la responsabilité dans ce que nous vivons? Je peux dire que l'opposition s'est fait piéger. Si l'opposition avait perçu les stratégies mises en œuvre par la mouvance pour l'écarter de la compétition, l'opposition devait avoir un autre comportement. L'opposition n'a pas été vigilante par rapport à cette crise qui est née. L'opposition croyait que malgré les imperfections de ces deux lois qui ont été votées, qu'elle sera présente aux élections. Or, c'était un piège qui a été tenté par... Elle a été trop naïve, cette opposition. Elle était trop naïve. Et ça se voit aujourd'hui. Et que les articles que relaient aujourd'hui ont été mis dans ce code pour piéger l'opposition. L'opposition a été très naïve. Et je pense que je ne peux pas dire quelle responsabilité l'opposition doit prendre par rapport à cette crise. L'opposition a été un peu timide. L'opposition n'a pas perçu les stratégies de la mouvance. Mais aujourd'hui, je peux tirer chapeau à l'opposition. Son intelligence a se réveillé très vite pour barrer la route à ce que j'appelle imposture. Je ne vous arrête pas, mais je voudrais quand même avoir cette réponse pour qu'on poursuive, pour que nos auditeurs puissent être situés. Michel Alokpo, aujourd'hui, se réclame de quel camp d'opposition, mouvance? Moi, je suis un citoyen libre. Je suis un acteur qui a quand même son opinion. Acteur de la société civile, un analyste, un homme de droit, parce que j'ai fait le droit, un homme religieux qui aime la justice et la paix, et je me bats pour la justice et la paix. Je me bats pour que les acquis de notre démocratie soient sauvegardés. C'est le plus important pour moi. Vous vous battez donc comme Patrice Talon, parce que Patrice Talon, avec lui, vous dites qu'aujourd'hui les acquis de la démocratie ne sont pas sauvegardés. Vous vous battez contre Patrice Talon parce qu'avec lui, il n'y a pas la justice. Finalement, vous êtes contre Patrice Talon. Je me bats contre tous les actes posés par la mouvance qui sont en antipode à la volonté du peuple. Tous les actes posés par le gouvernement de la République actuelle qui sont contre la volonté du peuple, je me battrai contre. Okay. Je dirais non. Les arrestations arbitraires, je dirais non. Tout ce qui se passe au niveau de la presse, où la presse est muselée aujourd'hui, je me dis non. Il y a plein de choses qui se passent dans le pays qui n'honorent d'abord pas Dieu, parce que c'est le Dieu qui lui a donné le pouvoir. Je pense que
nous devons plaider pour des gouvernants qui ont la crainte de Dieu. Je ne me battrai pas je ne veux pas me battre contre la personne de talent. Mais non, je me bats contre les actes posés par le gouvernement. Il n'est pas le seul à prendre des décisions. Mais il est le principal. Est-ce que ce n'est pas une manière détournée de ne pas vouloir assumer que vous êtes comme Patrice Talon que de dire que vous vous battez contre ses actes et non contre lui, Michel? Non, les lois qui sont votées à l'Assemblée. Patrice Talon n'est pas député. Ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'il se cache derrière la plupart des lois. Je ne veux pas le savoir. Langage de vérité. Je ne peux pas le savoir. Il y a un BNP à l'Assemblée nationale qui conduit. La première personne que je dois indexer à l'Assemblée, c'est Humbweji. Aujourd'hui, il en a eu pour son compte. C'est Humbweji qui a conduit toute opération de vote des lois. Des lois liberticides, c'est lui qui a conduit ce vote de loi. Dans le respect des textes régissant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est une institution indépendante. Avec une majorité qui peut faire basculer les choses. Et le président Humbweji, c'est un juriste, c'est un avocat de haut niveau. Est-ce qu'il lui appartient d'imposer sa loi aux députés? Ah ben non, mais parce que il fait partie de la mouvance. En tant que président de l'Assemblée, il peut taper sur la table ou dire non, ça ne marche pas. Et il a toujours voté toutes ces lois-là. Il a toujours voté toutes ces lois. Il n'a qu'une seule voix, Michel Aloko. Mais il n'a qu'une seule voix. Il n'a qu'une seule voix. Comprenez-moi. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a... Enfin, c'est aujourd'hui que l'opposition a commencé par s'affirmer, puisque dès la prise de pouvoir de Patrice Talon, le gouvernement Talon a muselé l'opposition, a déstabilisé l'opposition. Tous les députés de Yahya se sont retrouvés dans la mouvance. La plupart. La plupart, enfin, presque tous. Presque tous. Et je trouve que ce n'est pas une bonne manière de faire. Parce qu'il faut assumer, quand on veut gouverner un pays, il faut assumer. Et c'est ce qu'on a condamné sous le régime Yahya, sous le régime Mathieu Kérékou. Les transhumances politiques. Mais constatez-vous que dans ce code électoral, dans la charte de parti politique qui a été voté, quel est l'article qui condamne la transhumance politique? Mais je trouve que cette charte qu'ils ont votée souffre de beaucoup d'insuffisances. Est-ce que ce n'est pas exprès qu'ils n'ont pas mis un acte pour sanctionner la transhumance politique? Je trouve que c'est une aberration. Et cette réforme qu'on a entreprise par rapport à la recomposition de la classe politique manque quelque chose de plus important. Pour moi, le plus important, c'est de régler la question des transhumants politiques. Et aujourd'hui, ça a affaibli l'opposition dans son ensemble. Je peux dire que c'est tout dernièrement que l'opposition s'est ressaisie. Le combat que l'opposition est en train de mener aujourd'hui contre ce qui se passe dans le pays, je salue. Et je crois que l'opposition doit rester unie. Et pour que nous puissions sauvegarder les acquis de la démocratie. Je le dis, tout ce que fait le président de la République, il a fait beaucoup de choses. Vous avez vu dans la ville, le projet d'affâtage, ça a démarré. Effectivement, ça a démarré. J'étais un peu inquiet, ça a démarré. Bon, il y a eu beaucoup de réformes qu'il a eu à faire. Ça, je salue. Il y a eu beaucoup de réformes. Il a sanctionné pas mal de gens qui sont coupables devant la loi. Je pense que au-delà de tout ce qui fait de positif, il faut que je jette un regard rétrospectif en arrière. Il faut qu'il sache qu'il y a un Dieu, que la vengeance n'appartient pas à un homme, la vengeance appartient à un Dieu. On a l'impression... Vous sentez des actes de vengeance? Oui, j'ai l'impression qu'il y a des actes de vengeance. Lesquels, par exemple? Bon, Des vengeances contre qui? Contre Boni Yahi, certainement. Hein? Contre la classe politique, en général. Je ne vais pas parler du cas du président Diavon, ce qui s'est passé, parce que Diavon n'a pas eu le même langage que lui. Bon, le président Diavon a parlé, s'est exprimé contre ce qu'il est en train de voir dans le pays. Et finalement, les poursuites ont commencé. Le dossier de cocaïne
bon, devant la justice, il a été relaxé, le dossier a rebondi pour revenir à la criette. Je trouve qu'il y a un amalgame au niveau de la justice béninoise et que le président Diamo, c'est un contributeur potentiel de notre pays. Il a contribué énormément pour le développement, pour le budget national, pour la population du Bénin en construisant des écoles, des centres de santé partout. Hier, je sortais pour aller vers Sainte-Rita. J'ai vu un centre de santé qui a été construit à l'église Sainte-Rita. Plein d'œuvres sociales qu'il a eu à faire. C'est un homme, un entrepreneur qui crée de l'emploi dans le pays, aujourd'hui qui se retrouve en dehors du territoire national. Un homme qui a décidé de créer son parti USL, mais ça n'a pas raté. Il a fui le pays. Et je vous dis une vérité. Si Adjamon était dans ce pays, au Bénin, pour les élections qui s'annoncent, si Adjamon était candidat sur la liste USL, Adjamon va faire fort. C'est selon vous, ça? Le bloc de la mouvance, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Adjamon est trop populaire. Adjamon est trop populaire, c'est grâce à Adjamon que le président Parti Savon a été élu président de la République. Tout le monde le sait. Et il est trop populaire parce qu'il fait trop du bien au niveau de la population. Yaïboni, Adjamon, Soglo, les trois personnalités, ils doivent remettre la pendule à l'heure. Je dis que ce soit les gens de la mouvance, les députés de la mouvance, la plupart sont mes amis. C'est pas parce qu'ils sont mes amis qu'il ne faut pas leur dire la vérité. C'est pas parce qu'ils sont mes amis que ce que fait le président, il ne peut pas lui dire la vérité. C'est ce que j'apprends. Parce que toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée, ces lois sont votées les yeux fermés. C'est ce qu'on apprend. Et c'est vrai. C'est le constat qu'on a eu à faire. Le chef d'État aussi a fait ce constat quand il a reçu le bureau de l'Assemblée avec les bourgeois au palais. Il a constaté qu'il y a des imperfections dans ces lois. Alors que l'opposition avait tiré la sonnette d'alarme. Il n'y a pas eu consensus pour le vote de ces lois. Et l'opposition s'est battue. L'opposition n'a pas eu gain de cause. Aujourd'hui, le temps est en train de donner raison à l'opposition que ces lois doivent être corrigées. Et je disais que c'était un piège que la mouvance a posé à l'opposition pour l'écarter de la cause. Aujourd'hui, on cherche une porte de sortie. Je vais vous demander à ce qu'on situe les responsabilités. Vous avez situé ces responsabilités essentiellement au niveau des textes qui ont été votés. Le code électoral, la charte des partis politiques, à la Commission électorale nationale autonome, vous avez suivi le dépôt des dossiers, vous avez suivi ce qu'a dit la Sénat par la suite, deux partis de la mouvance pour y aller. Le chef de l'État souhaite une porte de sortie et appeler le bureau de l'Assemblée nationale, comme vous avez dit, et les partis qui ont répondu présents. Demain, lundi, les députés se retrouveront à l'Assemblée nationale en section extraordinaire pour étudier les possibilités pour qu'on aille à des élections inclusives. Pensez-vous que la fumée blanche sortirait de cette chapelle si c'était Sistine, si je peux l'appeler ainsi? Merci mon cher frère. Les députés n'ont plus de choix. Les députés de la mouvance, je les indexe, ils n'ont plus le choix, puisqu'ils ont dit eux-mêmes dans une conférence de presse qu'ils sont prêts pour la compétition. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts pour la compétition avant le choix des deux grands partis. Aujourd'hui que... Ils ont ajouté, même sans l'opposition, ils sont prêts. Ils ont ajouté, même sans l'opposition. Bon, alors, voilà, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il faut qu'ils soient francs, il faut qu'ils soient corrects dans le langage. Mais je dis qu'ils n'ont pas de choix aujourd'hui. Ils sont obligés de faire en sorte que tous les partis politiques, sans exclusion, puissent participer à la compétition qui s'annonce, que ce soit Moël, que ce soit FCBD, que ce soit FCBE, que ce soit USL, que tous les partis politiques, ils ont la magie. Comme ils ont eu la magie pour bloquer l'opposition, ils n'ont qu'à trouver la magie pour faire en sorte que
toute la classe politique puisse participer à ces élections. Vous savez, Michel Alokpo, que les députés de la mouvance n'ont pas déposé de proposition parce qu'ils estiment que les textes votés ne leur posent aucun problème. Donc, ils n'ont pas déposé de proposition. Mais ils ont reçu une directive du chef de l'État. Et le chef d'État donne une directive au président de l'Assemblée, c'est normal. Qu'ils n'ont pas fait de propositions parce que ce n'est pas eux qui ont contesté. Quand vous allez devant un tribunal, c'est celui qui conteste, qui apporte la preuve de sa contestation. Et là, ils sont obligés d'avaler la pilule. Ils sont obligés de se voir dans la peau d'un vrai démocrate. S'ils ne votent pas les propositions de correction de loi qui ont été introduites à l'Assemblée, je trouve qu'ils ne sont pas démocrates. Je trouve qu'ils ne sont pas pour la compétition. Et là, ils ne sont pas pour la paix. Et je trouve que le Bénin comprendra réellement les motifs qui les guident en voulant éliminer les partis de l'opposition à la course. Mais je pense que ça va être plus difficile pour eux aujourd'hui. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Le peuple ne va pas accepter qu'ils disent autre chose que ce que le chef d'État a dit. Et je pense qu'il faut faire confiance aux députés. Il faut faire confiance à ce peuple. Et notre peuple, le peuple béninois est déjà mature. Et je crois que, vous voyez, la tension a diminué. Il n'y a plus de marche. Et nous, on est en train de scruter un peu l'horizon pour voir ce qui va se passer. Tout compte fait, s'il n'y a pas l'opposition, il n'y aura pas élection. Ah bon, c'est vous qui le dites, hein? C'est moi qui le dis. S'il n'y a pas opposition, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Parce que la communauté internationale va rentrer dans le jeu. Qu'est-ce que vous déposez comme proposition à la table des députés pour que demain, ils réfléchissent à cela? Si vous étiez donné, Michel Alokpo, d'en faire. Ben, l'histoire des 10% là, de suffrage qui est exigé dans le code électoral, c'est l'article 242. Antidémocratique, anticonstitutionnel. Ça n'existe nulle part dans aucune démocratie moderne. Ça, cet article, on doit le supprimer complètement. C'est vrai que l'histoire de quitus fiscal doit être supprimée, ou bien que le quitus fiscal soit délivré à tous les candidats qui ont respecté les règles, qui, à un moment donné, qui ont payé ce qu'ils doivent au budget, aux impôts, et qu'ils ont les papiers, qui ne doivent rien aux impôts. L'essentiel, c'est de supprimer le quitus fiscal. Pour que des gens qui doivent au service des impôts aillent aux élections? Parce que ce ne serait pas n'importe où. Mais non. Selon ce que nous avons appris, c'est que la plupart, ils ont payé ce qu'ils doivent aux impôts. On ne sait pas pourquoi le quitus n'a pas été délivré. Le quitus fiscal était exigé pour les élections présidentielles. Je pense que c'est pour la paix. Si c'est pour la paix, ils n'ont qu'à supprimer cela. Il y a aussi le certificat de conformité. Ça n'existe pas dans la charte des partis politiques. Ça n'existe pas. Ça a été créé de toutes pièces et validé par la Cour constitutionnelle. On est dans quel pays? Est-ce qu'on est dans un pays démocratique? Ça n'existe pas. Dans la charte des partis politiques, l'exigence du certificat de conformité, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience que cette charte de partis qu'ils ont votée souffre d'insuffisance. Vous savez, une loi, quand elle est votée, elle ne dispose que pour l'avenir. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Cela suppose que les partis politiques qui existaient avant le vote de la charte des partis politiques ne sont pas concernés par cet article-là, qui exige 15 membres par commune, parce qu'ils ont déjà reçu leur récépissé. C'est seulement les nouveaux partis qui ont créé Bloc républicain, Union progressive. Ils sont nouveaux. Pour eux, le principe s'applique. Mais pour les partis politiques qui existaient avant le vote d'achat des partis, la loi ne dispose que pour l'avenir. J'ai fait un peu de droit. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a des difficultés.
et que ce soit la Sénat ou la Cour constitutionnelle, ils ont fabriqué cette pièce de certificat de conformité. Non, ce n'est pas la Sénat qui a fabriqué, c'est la Cour constitutionnelle qui a sorti sa décision. Non, la Sénat a proposé. La Sénat n'a pas proposé. C'est ce que j'ai appris. Non, mais je me dois de rectifier. La Sénat avait déjà publié la liste des pièces à fournir par les listes de candidatures. Il n'y avait pas le certificat de conformité dedans. Je te dis que là... Parce que des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle pour dire, bon, attention, le décret du président de la République convoquant le corps électoral est contre la Constitution parce qu'il ne prend pas en compte le délai donné par l'achat des partis politiques jusqu'au 16 mars pour que ces partis puissent se conformer. Et que la Cour prenne maintenant la décision de dire attention, c'est vrai qu'on a dit 16 mars dans l'achat des partis politiques, même pour les partis qui vont aux législatives, le délai du 28 février est le délai de rigueur pour avoir le certificat de conformité. Et c'est après ça que la Sénat a sorti un communiqué pour dire attention, chère liste de candidatures, chers partis politiques, il vous faudra ajouter le certificat de conformité aux pièces que vous allez fournir. D'accord, merci pour la compréhension. Oui, merci. Donc, ce que je disais, c'est que cette pièce n'existait pas dans la charte des partis. Il fallait corriger la charte des partis. Comme on est obligé de la corriger aujourd'hui pour permettre aux autres opposants, aux autres partis de l'opposition de participer. Mais la communauté internationale a dénoncé cet état de choses. Ça fait mal à notre démocratie. Notre pays, le Bénin, est un modèle en matière de démocratie. C'est notre pays, le Bénin, qui a forgé la confiance des forces vives de la nation, qui a été suivi partout, au Togo, au Congo, Congo démocratique, Congo Kinshasa, un peu partout. Maintenant, notre démocratie, nous sommes en train de régresser. C'est vrai que on a parlé de multipartisme intégral. Ça là, tant qu'on ne va pas réviser la Constitution, on ne peut pas exiger un certain nombre de grands partis pour le pays. Au Nigeria, nous avons 2 grands partis. Nous avons des petits partis aussi qui existent dans chaque région du Nigeria. En France, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. On ne peut pas imposer, à la classe politique que nous devons nous conformer à avoir un certain nombre de partis. Non, ce n'est plus le multipartisme intégral, à moins que notre constitution soit modifiée. Et je pense qu'on doit laisser jouer, après ces législatives, les petits partis vont disparaître progressivement. Parce qu'il est dit dans le code, si vous n'avez pas pu vous positionner pour une première élection, deuxième élection, hein, vous disparaissez. C'est déjà une possibilité pour ces partis politiques de se faire valoir sur le terrain. Un parti politique qui n'a qu'une influence au niveau régional, ça pose un problème. Si demain, il n'arrive pas à dégager des députés à l'Assemblée, je crois que c'est une condition pour les éliminer. Il peut se recomposer avec d'autres partis politiques. Ce qui va se passer, je ne doute pas, hein, que le bloc républicain et le bloc progressif deviennent un seul parti demain. Je ne doute pas. Ça peut arriver. Parce que je suppose que si l'un des 2 grands blocs n'arrive à se dégager des députés, ils vont se dissoudre. Il n'y a pas que les élections législatives qui existent, il y a bien les communales qui arrivent, le parti peut bien se faire de l'ancrage au plan national à travers les communes, les arrondissements, les quartiers de ville. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après les élections communales, quelle serait la force de ce parti? Surtout que ceux qui vont s'inscrire à l'Assemblée et avoir un certain nombre de députés feront en sorte qu'aux élections communales, ils puissent avoir un ancrage sur le plan national. Et c'est ce que je comprends. Vous savez, ces 2 partis d'ailleurs, ils sont allés en congrès, ils n'ont pas un bureau définitif. Le bureau définitif, ils ont un mandat d'1 an, et c'est après 1 an qu'ils auront un bureau définitif. C'est ce que je dis. Au bout d'1 an, tout peut se passer. Au bout d'1 an, il y en a qui vont se détacher,
de certains blocs parce que le bloc n'a pas pu les aider à se positionner, à se faire élire. Ils vont peut-être changer de camp pour aller vers d'autres blocs. Et c'est en cela que je dis que la question de transhumance politique pose problème. Il faut régler cela. Même par rapport à la correction des tests qu'on veut faire, il faut qu'on inclue dans la charte des partis la question concernant la transhumance politique. Et ça va nous aider à pérenniser notre démocratie et à faire en sorte qu'il n'y ait pas toujours des gens qui vont de gauche à droite. Vous savez, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai appris que il y a certains députés, certains candidats, oui, entre Moël et PRD, on nous parle de doublons. Ça risque de se passer. Ça risque de se passer. Actuellement, l'opposition peut se mettre ensemble pour avoir une seule liste. C'est encore possible. C'est encore possible que l'opposition ait une seule liste pour aller aux législatives. C'est encore possible que l'opposition aille avec 2 listes. On ne sait pas parce qu'ils ont leur stratégie. Je dis que je ne suis pas membre de l'FCBE, mais j'observe, j'écoute ce qui se dit. On va aborder vos relations avec les forces corruptibles émergentes, notamment votre ami Boni Yahi au cours de cette émission. Michel Alokwa, vous avez fait la Commission électorale nationale autonome. 2007. Vous avez suivi le président de la Commission électorale nationale autonome actuelle, en conférence de presse la dernière fois, qui a dû sortir pour exposer certains travaux qui ont été faits en délibération, parce qu'on reproche à Emmanuel Tierno et les autres commissaires de la Sénat d'avoir fait preuve de favoritisme. Emmanuel Tierno disait que pendant la délibération, il y a des fautes qui ont été qualifiées de mineures et dont on n'a pas tenu compte à la décision finale. Et évidemment, après la délibération, ces fautes ne transparaissaient plus. Pour vous qui avez fait la Sénat, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Les commissaires ont-ils la possibilité de donner leur opinion par rapport à la gravité ou non d'irrégularités observées sur des listes? D'abord, à la Commission nationale autonome, ils ne sont pas juges. Ils ne peuvent pas interpréter le code électoral. Ils ne peuvent qu'appliquer. Et quand le code électoral n'est pas clair, ils sont tenus de saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle donne une clarification par rapport à un article qui pose problème. Mais s'ils sont chargés, s'ils se prennent la décision de qualifier des actes de mineurs ou de graves, je pense qu'ils ont quitté leur fonction. La Sénat, tel que je l'ai connue depuis des années, c'est vrai que le président de la Sénat a dirigé il y a plusieurs élections, l'élection présidentielle de 2016, ils ont été super. Mais pour ces élections législatives, ça me pose un problème. Je prends le cas de l'interprétation de l'article 242. J'ai assisté à une conférence animée par un membre de la Sénat qui essayait d'expliquer l'application de l'article 242 par rapport à la répartition des sièges. Mais moi, j'étais écœuré. Toute la salle était écœurée. C'est vrai, il a dit certaines choses qui sont correctes, mais il a dit certaines choses qui paraissent un peu pas claires. C'était qui le membre qui interprétait? Est-ce le président de la Sénat? Parce qu'on sait que lui-même a dû se prononcer. Non, il n'est pas, je ne sais pas s'il est commissaire, mais c'est un collaborateur de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Puisque la vice-présidente même était là. La vice-présidente de la Commission électorale nationale. De la Commission électorale, elle était là, mais il y a un appel qu'elle a reçu. Donc elle a Vous parlez de qui? De Clotaire Oli, ou de non, qui? Non, Clotaire n'est pas... Puisque vous parlez de collaborateurs. Non, Clotaire n'est pas à la Commission électorale. On l'a détaché de la Commission électorale depuis, il n'est plus là. Ça vous m'informez? Oui, mais il n'est plus là. Ah oui, il fait partie de ceux qui ont boudé la Sénat. Il n'est plus là. Il est au ministère de... Il est dans un ministère présentement. Donc,
le collaborateur de la vice-présidente de l'Assemblée qui a expliqué, qui a interprété l'article 242, mais il nous a laissé sur notre soif. Mais plus tard, le président de l'Assemblée nationale aussi a donné l'interprétation de la Sénat. C'est après. Oui, plus tard, c'est pourquoi il dit plus tard. Non, non. Est-ce que cette autre interprétation du président de la Sénat ne devrait pas être celle qui devrait valoir l'interprétation officielle de la Commission qui est chargée de la répartition des sièges selon la Constitution de notre pays? Non, tu comprends que les députés qui ont voté la loi n'ont pas la même compréhension que la Sénat. Pas tous les députés. Certains députés qui sont d'avis, mais certains députés ne sont pas d'avis avec l'interprétation faite par la Sénat. Et c'est en cela qu'on a demandé que la Cour constitutionnelle se prononce. La Sénat nous dit qu'elle ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle pour donner une interprétation juridique correcte à cet article pour le permettre de statuer là-dessus. Bon, les élections n'ont pas encore eu lieu. Tout compte fait, ils ont souhaité que ce soit un des partis politiques en compétition qui saisisse la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour constitutionnelle de faire une lecture de cet article. Et ça, je vous dis, cet article va poser des problèmes par rapport aux répartitions des sièges demain, à l'issue des élections du 28 avril prochain. Si cet article, on ne l'enlève pas, c'est un problème. Il faut avoir 10% avant de s'asseoir sur la table pour discuter de la répartition des sièges. Tu peux avoir les 10% et ne pas avoir un siège. Tu peux avoir 10% de suffrage sur le plan national et ne pas avoir un seul siège. Parce que le siège, la répartition des sièges, après l'obtention des 10%, on va aller circonscription par circonscription pour voir le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat. Et cette répartition telle que ça a été faite par ce représentant de la Sénat, ça n'a pas satisfait tous les membres de la société civile. Hein. Et donc ça pose un problème. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'on revienne encore en ancien code, qu'on saute cet article et que l'élection législative se fait au niveau par circonscription électorale. C'est plus facile de faire le calcul par circonscription électorale de façon à ce qu'il y ait équité au niveau de la répartition des sièges. Et je pense que on va régler la crise en ce qui concerne la participation des partis de l'opposition à la compétition, mais il y a un autre conflit qui attend demain. C'est par rapport à l'interprétation de cet article de 142. Il est important que les députés à l'Assemblée, le lundi, se penchent sur cet article et règle définitivement ce problème d'interprétation de cet article 242. Et c'est en cela que nous allons sauver la démocratie. Je voudrais poser une question sur la Sénat. On est arrivé jusqu'à l'article 242 parce que vous dites que la Sénat n'est pas juge, les commissaires ne sont pas juges. J'allais au niveau des travaux de délibération. Est-ce qu'il peut arriver, qu'on remarque dans les dossiers d'un candidat, que les dates de naissance ne sont pas les mêmes, qui est né vert, et que sur une autre pièce, il y a une date précise, et qu'on décide de banaliser ça, de dire que bon, ça peut se comprendre, et prendre en compte les dossiers de ces candidats-là. Est-ce que ça peut arriver? C'est du faux. Il ne peut y avoir 2 dates de naissance pour un seul individu. Pas 2 dates, 2 dates. 2 dates. 2 dates, oui. 2 dates, ça veut dire 2 dates de naissance différentes. L'un vert et l'autre une date précise. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, vous savez, c'est sur les jugements supplétifs. Moi, j'ai fait faire un jugement supplétif quand j'étais au cours primaire, parce que j'étais frappé par la limite d'âge pour aller au CPE. J'ai dû faire un jugement supplétif qui a porté né vert. Mais l'acte de naissance original, c'est le telle date, de telle année, que ça constate, mais le jugement supplétif annule l'acte de naissance original. Donc, si le même candidat porte un acte de naissance qui porte né vert et l'autre qui porte une date précise,
ce n'est pas... Il faut rappeler que ce n'est pas deux actes de naissance. Ce n'est pas deux actes de naissance. Qui sont différents. C'est que sur une pièce, on a constaté telle date, mais sur une autre pièce, qui n'est pas un acte de naissance, on a constaté une autre date. Ce qui n'est pas un acte de naissance, ok, qui n'est pas un acte de naissance. Qui n'est pas un acte de naissance, une autre date de naissance. Et on a dit, bon, c'est vrai que l'acte de naissance a mentionné ceci, mais même si sur cette pièce, on a retrouvé telle autre date, on peut comprendre et fermer les yeux là-dessus. Non, ça, ce n'est pas un élément pour éliminer un candidat. On peut rappeler le candidat pour qu'il s'explique ou pour qu'il corrige. C'est peut-être la secrétaire qui est chargée de saisir ce document qui s'est trompé, qui a fait une faute. Ça peut arriver, qui a fait une faute de frappe sur le papier, sur lequel il y a eu dichotomie entre l'acte de naissance et la pièce en question. Ça ne peut pas être une preuve d'annulation d'un candidat, je ne pense pas. Donc en délibération, les commissaires peuvent opiner là-dessus et dire, bon, fais-moi les yeux là-dessus. Bien sûr. Ils peuvent le faire. Et vous êtes arrivé de... Non, pas fermer les yeux là-dessus. On peut faire appel au candidat pour qu'il vienne se justifier si c'est une erreur. Puisqu'il a dit dans le code électoral qu'une fois les dossiers déposés, c'est fini. Vous ne retouchez plus à ça. Vous ne faites plus de modifications. Vous ne corrigez plus rien. On a entendu parler d'erreurs mineures. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est de ça qu'il s'agit, je ne pense pas que pour ce cas, il faut invalider le dossier de ce candidat et invalider le dossier de ce parti. C'est vraiment mineur. Une faute de frappe, c'est une faute de frappe. Ça arrive qu'on commet des fautes de frappe sur un acte. Et si ce n'était pas une faute de frappe? Ah, mais alors là, si ce n'est pas une faute de frappe, il faut chercher à comprendre. Et il faut chercher à comprendre et prendre une décision qui s'impose en la matière. Alors, il faut faire une enquête, c'est normal. Si ce n'est pas une faute de frappe et que on veut glisser deux dates, je pense que c'est un problème, ça. Michel, alors pour cette émission, elle est aussi interactive. Ouais. Les auditeurs ont la possibilité d'appeler pour vous soumettre leurs préoccupations. Il est temps pour nous de commencer par les retrouver. Mohamed Liamidi, qui m'accompagne, nous permettra de commencer par les recevoir. Le tout premier est déjà en ligne. Je rappelle le numéro 64 44 02 44, 64 44 02 44, ou le 66 75 72 72, 66 75 72 72. Premier auditeur en ligne, bonjour. Il est parti. Bonjour. Auditeur en ligne, un autre. Auditeur en ligne, bonjour. 64 bonjour. 44 02 44, bonjour. Bonjour, allô, comment allez-vous? Je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi, monsieur. Très bien, monsieur. On m'appelle Keke Robert depuis Ifaï. Robert Keke. Oui. Permettez-moi de poser deux questions au pasteur Aloko. Bon, il nous disait tantôt que si quelqu'un rend visite au préfet de Toboula, que avant il a une Bible sur son bureau et puis il est accueilli par l'évangile. Alors que nous constatons sur le terrain, Toboula est Django, il n'a tout le monde. Est-ce que quelque part, il n'a pas mis Dieu devant pour cacher ses mauvaises habitudes? Deuxième question. Le monsieur disait tantôt que le président Yaïboni est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Et lui-même, il fait partie de l'entourage. Pourquoi depuis ce temps, il n'a pas cherché à démissionner? Est-ce que c'est parce que Yaïboni est juteux? Je vous remercie. Merci à vous, Robert Keke. Un autre auditeur, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Toussaint Wane Idou. Vous avez l'antenne, monsieur Wane Idou. Oui, monsieur, pasteur Aloko, bonjour. Bonjour. J'ai 3 questions pour vous ce matin. D'accord. La première, en toute sincérité, je dis bien en toute sincérité, au moment où vous étiez aux affaires dans le gouvernement du président Yaïboni, vous-même là, qu'est-ce que vous reprochez? Deuxième question. Ne pouvons pas aujourd'hui dire à côté interdit voir ou bien tirer un coup de chapeau à la gestion de ce pays par le président actuel, M.
Patrice Talon. Troisième question. Les préparatifs pour les élections en cours, vu les dires des opposants, est-ce que le gouvernement, la Sénat, la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions-là ont tort ou bien c'est les opposants qui ont tort? Toussaint Ouadélou, excellent journée. Merci à vous, Toussaint Ouadélou. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Saturnin. Bonjour, monsieur Aloko. Bonjour. Valentin Ayonou, en directeur de Thionville. Vous avez l'antenne, monsieur Ayonou. Merci beaucoup. Monsieur l'invité, étude en procédure d'urgence le mardi prochain de 2 lois qui créent des soucis aux partis politiques. Il s'agit bel et bien des lois qui régissent le code électoral et la nouvelle charte des partis politiques. Entre autres, deux problèmes seront à l'ordre du jour. Il s'agit bel et bien du problème sur le quitus fiscal et le certificat de conformité. Monsieur l'invité, ne voyez-vous pas qu'il faille revoir ou annuler carrément l'article 242 du code électoral qui constitue jusqu'à ce jour une zone d'ombre par laquelle les sièges pourraient, de façon fantaisiste, attribués au mépris des forces de l'opposition. Valentin Ayonou. Monsieur le journaliste. L'invité a répondu à cette question. Peut-être que vous ne l'avez pas suivi. D'autres Okay. questions? Oui. Je passe à ma préoccupation suivante. Et vous avez entendu le président de la Sénat qualifier les fraudes relevées du côté de l'Union progressiste et bloc républicain de fautes mineures sur lesquelles on peut fermer les yeux. Et ils l'ont effectivement fait en fermant les yeux sur ces fautes, en choisissant ces deux partis comme les partis qui pourront aller aux élections. Quelle appréciation faites-vous de cette déclaration et pensez-vous qu'on peut avoir une élection libre, juste, crédible et transparente avec cette Sénat-là? Que faut-il faire pour remettre les Béninois en confiance pour cette élection? Et troisième préoccupation pour finir, si vous permettez, êtes-vous satisfait de la sentence prononcée par la Criette par rapport à l'affaire ICC Service? J'en ai fini. Merci Valentin Ayonou. Un autre auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Amantel. C'est plutôt monsieur Diossou. Votre nom s'il vous plaît. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît. Porto Novo. Vous avez l'antenne monsieur Tchegena Inumbo. Oui. Ma première question. Est-ce que jusqu'à ce temps-ci, si ceux qui ont été retenus par la Sénat, malgré qu'il y a des fautes, des fautes que le président de la Sénat ou bien ceux qu'ils appellent fautes mineures, fautes légères, qui n'a d'ailleurs pas prévu dans aucune loi dans notre République, et malgré ça, ils ont été retenus. Et ceux-là viennent maintenant et demander aux autres s'ils veulent qu'on les rachète, qu'ils n'ont pas dit pour qu'on les rachète. Maintenant, est-ce que parce que ils avaient été rachetés dans un premier temps qu'ils veulent que les autres aussi ils demandent qu'on les rachète? Et si c'est, je vais demander seulement à votre université si c'est une Gildas, oui? S'il vous plaît, faites-vous clair dans votre question et revenez-nous parce que là, je ne vous comprends pas. Oui, ce que je veux simplement demander, c'est quoi? Est-ce que c'est possible qu'on rachète tel qu'on les avait rachetés, les deux blocs? Et ma seconde question va de ce côté. Est-ce que si le président veut voir vraiment ceux qui sont autour de lui ne sont pas rien que des tonneaux vides, s'il laissait tout le monde compétir pour qu'il sache de quoi ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont autour dans leurs deux blocs, sont capables de quelque chose. Je m'arrête là.
Merci quand même. Hein. J'espère que l'invité aura compris quelque chose de votre intervention. Moi, j'ai des problèmes là. Oui, un autre auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom s'il vous plaît. C'est M. Hongpong Gérald. Gérald Hongpong, qui nous appelle d'où? Je vous appelle d'Adjon. D'Adjon. Et je remercie monsieur le pasteur Michel Alokpo. Ce qui m'étonne est que tout à l'heure, vous lui avez posé la question de savoir par rapport aux fautes mineures. Et il dit que, notre pasteur dit que c'est des fautes de frappe, que les commissaires peuvent, comment on appelle, fermer les yeux. Mais moi, c'est-à-dire, dans quel pays on parle de fautes mineures? Est-ce que dans le code électoral, au niveau de la charte des partis politiques, est-ce que c'est inscrit quelque part où on a dit s'il y a faute mineure et faute grave? Faute, c'est faute. Je vais à un concours, je vais à un examen, où sur mon date de naissance, il y a une date précise. Et puis sur une autre pièce, on voit une autre, sur mon diplôme, on voit une autre date. Là maintenant, là c'est une faute, c'est faute. D'office, je suis éliminé. Mais quand le pasteur dit qu'on peut fermer les yeux, moi, vraiment, c'est pas sérieux. Je vous remercie. C'est votre avis, hein, Gérald Hongpong. Un sixième auditeur au téléphone. Je rappelle les numéros 64 44 02 44, 66 75 72 72. Encore quelques auditeurs et nous allons boucler cette partie interactive. Bonjour. Oui, bonjour mon cher ami. Oui, bonjour. Albert Mengletor de Paouéan, je vous appelle de Porto-Novo. Monsieur Mengletor, vous avez l'antenne. Merci beaucoup. Pasteur Alokpo, bonjour. Bonjour, cher frère. Oui, je voulais vous demander, il nous semble que vous avez peur d'être arrêté parce qu'il nous semble que vous faites économie de vérité. Sur quoi, par exemple? Par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, puisque vous êtes au pays, depuis quand les choses se passent jusqu'à présent. Et ensuite, je voudrais vous demander, puisque vous avez dit que l'opposition a été naïve, vous êtes proche de Yahi Boni, du président Yahi Boni. Mais qu'avez-vous conseillé Yahi Boni en tant que président, en tant que l'opposition, puisque vous êtes proche de lui? Je vous remercie. Merci à vous, Albert Mengletor. Oui. Bonjour à notre auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Saturnin Jossou. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Sébastien Nyonkoso. Vous avez l'antenne, monsieur Nyonkoso. Merci. Et je dis bonjour à votre invité, pasteur Alokpo. Bonjour. Ma première question, et tout d'abord, je salue votre intervention, votre belle intervention à la criette pour votre courage d'avoir expliqué les choses telles qu'elles sont, malgré la peur que les gens mettent dans le ventre des gens de venir faire des déclarations à la criette. Je vous salue pour ça. Merci beaucoup. Et deuxième chose, la situation que nous vivons actuellement, et qui peut nous faire sortir de cette situation? Est-ce que ce que le président dit pour envoyer la chose à l'Assemblée, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que ça va passer? Parce que moi, je voyais que le président a encore la crise. S'il voulait régler cette situation, il allait le régler depuis. Deuxième question. Et l'imam qui est sur la liste, est-ce que ça revient à la cour de l'enlever ou bien c'est lui-même, quand il est devenu politique maintenant, c'est lui-même qui va prier ses bagages pour dire que je ne suis plus religieux, maintenant je suis politique pour l'éthique dans la vie religieuse. Et pour finir, je vais vous poser la question sur votre projet Jeunesse Ambition. Si je ne me trompe pas, c'est pas Jeunesse Ambition, c'est plutôt Jeunesse Ambition. C'est Jeunesse Ambition. Jeunesse Ambition. Voilà. Et qu'est-ce que cela est devenu? Est-ce que ça vit encore? Il a dit ça. Je n'entends plus parler de ça. C'est votre bonne émission à vous. Merci à vous, monsieur Nyonkoso. Un tout dernier auditeur, cette fois-ci. Un tout dernier auditeur. Oui, allô, mon journaliste. Oui, bonjour. Bonjour, je salue le plateau. Le plateau vous répond. C'est monsieur Amidjogbe André depuis Alada. Amidjogbe André. Oui, saluez-moi votre invité. Merci, je te réponds. J'ai quelques deux questions à lui poser. Depuis un certain moment, nous entendons des confessions religieuses apprécier le travail que fait le président Talon, alors que le peuple dit le contraire. Que pensez-vous de
du comportement de certaines confessions religieuses, à part l'Église catholique. 2. Actuellement, ceux qui sont chargés de faire les élections, les institutions là, le peuple n'a plus confiance en eux, en elles. Et vous, est-ce que vous avez confiance toujours à ces institutions à l'heure où nous parlons? Voilà mes 2 questions. Merci à vous, Ami Diogbe. André, vous êtes notre dernier auditeur pour ce matin. Nous revenons en studio. Michel Alokpo, vous avez écouté les auditeurs avec leurs préoccupations. Est-ce que Dieu n'a pas été mis devant dans le cas Toboula pour qu'on aille casser les populations, demandait Robert Keke. Yahi est bon, mais son entourage est mauvais. Pourquoi vous n'avez pas démissionné en son temps? Ce sont les questions, les premières que je choisis là au pif, pour que vous commenciez par répondre. Par rapport à la question sur Toboula, je ne saurais opiner là-dessus. Vous ne voulez pas juger? Je ne veux pas juger parce que Toboula, c'est un homme. C'est vrai qu'il a agi en Django quand vous le voyez circuler dans la rue de Cotonou pour dégager les baraques. En tout cas, il semble être un homme fort en son temps. Je sais, je l'ai dit, qu'il était aux commandes. Alors, il obéissait à quelqu'un, il faut qu'il fasse tout pour plaire à quelqu'un. Mais il a réussi sa mission, qu'on le veuille ou pas. Et à un moment donné, quand les artères ont été dégagées, bon, il y a eu des avis divers. Beaucoup de gens ont apprécié que ces artères soient dégagées. Mais c'est que ce qu'on a reproché, il n'y a pas eu compensation. Le délai qui a été accordé aux victimes, c'est un délai très court. De juin, ça fait plus de 6 mois. Hein? Oui, mais 6 mois. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a fait? L'État n'a pratiquement pas remis ces acteurs propres. L'État avait un projet. On a quelques places publiques. Vous allez à Missebo aujourd'hui, là où les gens sont installés sur le terre-plein central. Il y a un espace verdoyant qui est là, qui vous accueille. Je dis. À Ruikro, vous en avez. Quelque part ici à Kpakpa, vous en avez aussi. Partout dans la ville et dans d'autres localités. Et bien alors, le nombre de casses qui a été fait par rapport à ce qu'on a réalisé aujourd'hui, bon, écoute, si tu prends l'acteur Semekoudji à Cotonou, rien n'a été fait. Il y a 2 acteurs que l'État n'a pas pu mettre en valeur. Ben, là, n'est pas le problème. Il fallait donner un peu plus de temps aux victimes. L'État n'a pas eu à faire une compensation parce qu'il y en a qui ont signé un contrat avec la mairie, les différentes mairies. Et aujourd'hui, ils ont fait des prêts à la banque, ils se retrouvent vraiment en l'air. Je crois que l'État doit avoir un sentiment de compensation vis-à-vis de ces AMC. C'est ce qui a manqué un peu. Moi, démissionné, je ne suis plus chargé de mission de ministre de l'Intérieur. À l'époque, est-ce que vous avez démissionné? Actuellement, non. À l'époque. Et on sait que vous serviez quelqu'un d'aussi Django, d'aussi très ailé. Je me suis exprimé au temps de Yahi, je me suis exprimé, comme je l'ai dit. J'ai écrit une brochure qui a été d'ailleurs financée par le chef d'État Yahi Boni sur sa refondation. C'est normal, non? S'il finance votre brochure... Vous voulez que je démissionne comme... Vous voulez dire quoi dans votre brochure sur la refondation si la brochure est financée par Boni Yahi? Que la refondation est mauvaise? C'est ce que j'ai dit. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Yahi a fait des observations sévères par rapport à la gouvernance Yahi, pas seulement la gouvernance Yahi, toutes les autres gouvernances. Et c'est en cela qu'il y avait eu un froid entre le président Yahi Boni et moi. Et son entourage, parce que beaucoup n'ont pas apprécié ce que j'ai dit dans ce livre. Donc, démissionner, oui, mais je me suis exprimé. C'est une manière de dire ce que je pense de la gouvernance. Je n'ai pas dit que la gouvernance Yahi est mauvaise dans son ensemble. Yahi Boni a fait beaucoup de choses. C'est au niveau éthique et moral que j'ai critiqué la gouvernance Yahi. Et donc, c'est mon rôle, c'est ce que je fais et c'est ce que je vais tenter de faire, même sous la gouvernance Talon. Voilà. Vous ne vous reprochez
absolument rien à l'époque. Bon, mais moi, je suis un homme, hein, je ne suis pas parfait, mais je n'ai pas eu à diriger un projet, je n'ai pas eu un budget en tant que chargé de mission, je ne me reproche bien dans la gestion, je n'ai pas eu de budget, je n'ai pas géré des fonds de l'État pour dire que j'ai mis la main dans le fonds de l'État. Donc, sur certains plans, oui. Mais je ne peux pas dire que je suis parfait en tant qu'homme. Et voilà, c'est la réponse que je peux apporter à M. Robert Keke. À Toussaint Edou, qu'est-ce que je me reproche? C'est la même question. C'est ça, la question que je venais de vous... Ah, d'accord, c'est ça là. On va choisir la question que vous... Les institutions ont-elles tort ou les opposants dans la crise actuelle? C'est peut-être toujours Toussaint Ouanaïdou qui vous pose cette question. Je ne peux pas dire que les institutions ont tort. Est-ce qu'elles sont toujours crédibles? La Sénat, par exemple. Exactement. La population dit aujourd'hui que ces institutions chargées de conduire ces opérations, ces élections, n'ont pas donné des décisions crédibles. La population est dans son droit. Ce qu'on attendait de ces institutions, et quand on parle de faute mineure, c'est en cela que je suis d'accord avec celui qui a soulevé la question de faute mineure. Faute, c'est faute. Quand il y a faute, il faut sanctionner. Donc, il ne faut pas protéger un bloc au détriment d'autres. Je pense que l'auditeur qui a appelé, il a raison pour me demander ce que je pense des fautes mineures et des fautes graves. Faute, c'est faute. S'il y a faute, il faut sanctionner. Péché, c'est péché. Il y a péché grave, péché mineur, péché, c'est péché. Donc, c'est ce que je voudrais répondre à ce monsieur. Maintenant, s'il y a d'autres questions... Je vous cite là, pêle-mêle, entre autres, est-ce que vous êtes satisfait de l'ascendance de la criette dans la félicité de service? Quelqu'un demandait ça. On ne juge pas une décision de justice. Vous avez votre avis sur le verdict. Mais je sais que le peuple n'est pas tout à fait satisfait par rapport aux décisions, parce qu'il y a encore des centaines de victimes qui n'ont pas été dédommagées, qui ont peur de se présenter devant la criette. Je me demandais si c'était encore utile de rouvrir le dossier devant la criette, alors que le dossier était devant la cour d'assises de Cotonou. Moi, je n'ai pas de réponse à donner à cela. Le gouvernement a mis la criette en place pour juger. Ils ont été jugés. Ils ont été condamnés à payer des amendes. Ils ont été condamnés à payer des dommages et intérêts. Leur maison sera mise en vente pour dédommager une grande partie des déposants. Mais je ne sais pas si ce que la justice va récupérer après la vente de ces immeubles suffirait pour satisfaire tous les déposants. Quelqu'un voudrait savoir, les confessions religieuses apprécient, certaines confessions religieuses apprécient ce qui se passe sous Patrice Talon, alors que le peuple, lui, dit ne pas se reconnaître, dit être lésé. Que pensez-vous de ces hommes de Dieu qui soutiennent ce que le peuple, est-ce qu'il faut dire le peuple de Dieu rejette? Non, il faut reconnaître que je prends le cas des musulmans où le gouvernement s'est impliqué pour la Mecque. C'est pas d'aujourd'hui que le gouvernement s'implique dans l'organisation du pèlerinage. Oui, mais cette fois-ci... ça a été fait. Oui, aussi. Cette fois-ci, le gouvernement a mieux fait. Le gouvernement est en train de vouloir construire un lieu d'hébergement pour les pèlerins béninois. C'est vrai que par rapport au transport, on va voir cette année ce que ça va donner. C'est vrai que certaines confessions religieuses apprécient le gouvernement Talon, c'est vrai. Bonamé ne peut que apprécier Talon parce que c'est Bonamé est la maman de Talon, comme elle le dit. S'il vous plaît, on n'a pas fait de graves affirmations. Bon, vous citez les propos de la dame de Bonamé de Parfaite. De Parfaite. Qui dit que Patrice Talon, c'est son fils. C'est son fils. Oui, je voudrais que ce soit clair. Non, mais c'est clair. C'est qu'elle soutient Talon.
C'est la question qui a été posée. Elle apprécie ce que Talon fait. Moi-même, j'apprécie ce que Talon fait. J'apprécie certaines de ces réformes. La communauté musulmane apprécie le président Talon parce que le président Talon a posé des actes concrets par rapport à la communauté musulmane. Et je dis que ce n'est pas toutes les confessions religieuses qui se sont prononcées par rapport à ce que fait Talon. L'Église catholique a félicité plus ou moins sur certains aspects de ces réformes. Pour les évangéliques, je ne crois pas avoir entendu les évangéliques se prononcer sur les réformes de Talon, sur ce que Talon est en train de faire. Et je peux comprendre que sous Yahi, il y a eu des millions qui ont été distribués aux confessions religieuses et que sous Talon, ça est ça n'existe pas. La manne ne tombe plus du ciel. La manne ne tombe plus du ciel, même au niveau de l'Église catholique par rapport au pèlerinat de Dassa. Je ne sais pas si le gouvernement Talon fait quelque chose aux catholiques. J'aurais appris que plus rien pour les confessions religieuses. C'est son choix. On est dans un pays laïque. Il a le choix. Et le pays, comme il le dit, est en difficulté financière. C'est vrai, il faut le comprendre. Et que certaines confessions religieuses félicitent Talon, c'est parce que Talon est en train de lui tendre la main. Ce n'est pas toutes les confessions religieuses. Moi, en tant que Michel Alokpo, je le félicite. J'ai même demandé à voter pour lui au deuxième tour. Sauf que j'ai fait vote face par rapport à cette réforme qui ne répond pas à l'aspiration du peuple béninois. Donc, mais je continue de le soutenir. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à cette question. Ouais. Quelques minutes, 2 minutes pour répondre à cette autre question qui vient plus, qui part d'une question d'auditeur pour rejoindre cette question que j'allais vous poser. Vos relations actuelles avec Boni Yahi, l'ancien président de la République, et son parti, le parti dont il est le président d'honneur, FCBE. Je suis un ami personnel, je le demeure, du président Boni Yahi. Je l'ai dit, je n'ai pas de contact avec le parti politique FCBE. Je n'ai pas une fréquentation régulière avec le président Yaboni. C'est de temps en temps qu'on se voit. Pour prier ensemble. Pour prier, pour échanger un peu. Je lui donne mon point de vue. Mais par rapport à son parti politique, il a des conseillers, il a un bureau politique. Vous abordez des questions politiques quand vous le rencontrez? Non, je l'encourage. Vous l'avez servi au plan politique? Je l'ai servi au plan politique. Pourquoi quand vous le rencontrez aujourd'hui, vous n'abordez plus des questions politiques? Mais quand vous rencontrez Yahi Boni chez lui, il vous donne combien de temps pour parler avec lui? Un ami personnel? Oh mais il faut laisser tomber. Quand vous êtes ami personnel de quelqu'un, vous faut laisser tomber. Pour vous. Il ne vous met pas au chrono pour dire, bon allez, Michel Alokpo, vous avez 5 minutes. À peine 5 minutes, il vous donne un échange. Et parfois, il va au-delà de 5 minutes. Et c'est vrai qu'il s'exprime par rapport à ce qu'il est en train de traverser, l'opposition est en train de traverser. Moi, je ne fais que l'encourager d'aller de l'avant. Et je pense que sur cet aspect, je ne peux pas dire que je suis un conseiller sur des questions pointues de la politique. Non. Il a d'autres conseillers pointus. Hein? C'est des hommes avec qui ils échangent sur certains aspects de la vie politique de son parti et de l'opposition. Quand je le rencontre, je dis ce que je peux lui dire, les conseils que je peux lui dire, lui donner, je le fais. Mais s'il m'écoute, tant mieux. S'il ne m'écoute pas, c'est de son droit de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Tu peux parler à Yahi Boni aujourd'hui, il va vers sa classe politique, les gens disent autre chose, il a oublié de se plier. C'est ça le problème. Michel Alokpo, nous allons conclure cette émission. Ok. Et voilà. Moi, je voudrais saluer le peuple béninois, saluer la classe politique, saluer le président de la République pour cette initiative qu'il a prise de revoir les deux lois qui posent problème aujourd'hui et de permettre à ce que tous les partis politiques de l'opposition puissent prendre part à la compétition et qui s'annonce. Et je voudrais m'adresser particulièrement au bloc de la mouvance, au président de l'Assemblée,
pour que, durant leur assise, que tout se fasse. Tout puisse se faire pour donner l'occasion, l'opportunité à tous les partis politiques d'opposition qui le veulent d'aller à la compétition. Et que le Bénin gagne. Nous puissions sauver la démocratie. Parce qu'un pays sans opposition, la démocratie est en danger. Et je ne pense pas que le pays, notre démocratie puisse être en danger. Nous voulons sauvegarder les acquis de la démocratie, chèrement acquise en 1990. Et nous savons que le ciel et la terre, le Dieu créateur du ciel et de la terre est avec nous. Le Bénin a toujours étonné le monde. Et ces élections donnera raison au Dieu Tout-Puissant et au peuple béninois. C'est le peuple qui va gagner dans tout ça. Le peuple veut un changement, le peuple veut qu'il y ait une véritable réforme au sein de la classe politique. Et c'est en cela que nous nous battons tous les jours. Et nous voulons qu'il y ait un renouvellement de la classe politique au niveau de l'Assemblée. Nous voulons que la jeunesse puisse se faire entendre au niveau de l'Assemblée, les femmes puissent se faire entendre au niveau de l'Assemblée. Et qu'il y ait un équilibre entre les pouvoirs, que le pouvoir législatif puisse contrôler le pouvoir exécutif, que la Cour constitutionnelle puisse être impartiale par rapport à toutes décisions qu'ils prennent, et que tout va pour le bonheur de notre peuple béninois. Michel Alokpo, ancien chargé de mission de l'ancien ministre de l'Intérieur Armand Zinokwe, toujours secrétaire général, porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses. Vous avez été personnalité, vous êtes personnalité politique, vous avez dit non un politicien. Avec vous, on a quand même fait le débat, on a décrypté l'actualité sociopolitique au Bénin ce dimanche sur son langue de bois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour son langue de bois de ce dimanche. Mohamed Liamini a assuré sa mise en onde. Saturna Diossou, c'était un plaisir pour moi d'avoir été chez vous. Et merci de nous avoir accueillis. Nos programmes se poursuivent sur Soleil FM et sur Sika TV.